bonjour Anne-Marie, bonjour à toutes et à tous. Donc si je résume très rapidement tout ce que nous avons évoqué au cours des séances précédentes au sein du cercle, lorsqu'on la société est confrontée à des catastrophes, je dirais, de type classique, c'est-à-dire, je ne sais pas, un tsunami, un tremblement de terre, des grands incendies de forêt, etc., on observe deux choses. On observe d'une part une mobilisation efficace, en tout cas dans notre pays ou dans des pays avancés, des moyens de sécurité civile, de l'État, au niveau local, etc. Et en parallèle, et très vite, dès que la phase... Alors, je t'arrête 30 secondes, parce que j'ai un message de Jean-Louis Cardeia qui me dit qu'on t'entend mal. Alors est-ce qu'on peut rapprocher la table et le micro? Jean-Louis, je peux t'aider là? Ou alors je me rapproche qui se rapproche là. Eh ben, écoute, voilà, si tu peux venir du côté de Jacques, là, ça... Voilà. T'as même le droit des petits gâteaux, donc... voilà. Donc il y a juste ce milieu qu'il ne faut pas toucher. Donc je reprends depuis le début. Jean-Louis, c'est meilleur. Si tu peux nous mettre un message de chat. Ouais, il nous dit oui, merci. Alors, voilà, la réduction de 50 cm produit un effet. Donc, lorsque les sociétés sont confrontées à des crises, je dirais, catastrophiques classiques, c'est-à-dire ce qui se passe, par exemple, après un tsunami au Japon, on voit qu'il y a deux choses qui se mettent en place très rapidement. D'une part, les moyens de sécurité civile, y compris en soutien international, et d'autre part, et pratiquement en même temps, il y a une montée en puissance des moyens propres des sociétés, c'est-à-dire d'un champ qui ne sont pas vraiment planifiés, mais on voit que les ONG, les entreprises, les sociétés civiles par elles-mêmes, au sein des villes, des campagnes, mettent en place des moyens de solidarité, des chaînes humaines, tout un tas de choses qui sont d'une part un réconfort moral considérable pour les populations victimes, mais aussi contribuent à la reconstruction, à la remise en place des fonctionnements des sociétés. Et en parallèle, et en opposition, je dirais, lorsqu'on voit ce qui se passe avec la crise du Covid, du SARS, du coronavirus, eh bien on voit une sorte d'anesthésie de la partie sociétale. C'est-à-dire qu'on voit l'action de l'État, bien entendu, avec les mesures réglementaires, et puis le déploiement considérable des moyens de santé, des moyens de test, des développement des vaccins, etc. Mais de l'autre côté, la partie, je dirais, solidarité de la société, elle existe, mais elle se limite à, par exemple, s'occuper des ménages précaires, de faire en sorte que les personnes isolées soient prises en considération, etc. Mais il n'y a pas, disons, un développement considérable de moyens propres de la société. Or, les moyens de lutte contre cette épidémie, finalement, ils reposent principalement sur les gestes barrières et la limitation des interactions sociétales. Et ceci est demandé principalement via des réglementations. Or, on sait que le comportement des hommes dans la société, c'est autant, c'est évidemment l'obéissance aux règles, bien acceptée par une majorité de la population, mais c'est aussi les messages portés par les pairs. C'est-à-dire que l'inconvénient de la réglementation, c'est qu'elle est obligée de mettre en place des artefacts, c'est-à-dire il faut porter le masque, on a besoin d'une attestation pour sortir dans la rue. Mais porter une attestation n'est pas en soi un moyen de prédire la maladie, c'est juste un artefact qui permet de pouvoir contrôler qu'un certain nombre de règles sont respectées. Et donc il y a une sorte d'objectif qui est différent. Et il y a un déficit partout, pas seulement en France, mais partout, de la parole portée par les pairs qui pourrait être au sein de la société un vecteur très puissant d'amélioration des gestes de prévention et d'acceptation de ceux-ci d'ailleurs dans un cadre de solidarité de la société. Alors, c'est cette interrogation qui... Pardon de t'interrompre, je voulais juste saluer Madame Lebrun, Agnès Lebrun qui nous a rejoint
et qui avait eu la gentillesse, donc qui est vice-présidente de l'AMF, l'Association des maires de France, et qui est intervenue donc la fois dernière sur justement la question de l'implication des territoires. Voilà, pardon Jacques de t'avoir interrompu là-dessus, mais je pense que c'est important qu'elle soit là parce que la question de la relation entreprise-territoire, implication de tous les acteurs est effectivement une chose importante. Merci Madame d'être là. On avait débattu de cette thématique-là au niveau des collectivités, par exemple, au niveau des collectivités locales, des organismes de la société, et la même question se pose vis-à-vis des entreprises. C'est-à-dire les entreprises, finalement, elles ont aussi à respecter les réglementations, donc elles mettent en place de manière en général efficace les gestes barrières au sein de leur processus de production, vis-à-vis de leurs salariés, vis-à-vis de leurs interlocuteurs externes, visiteurs, si c'est des entreprises ouvertes au public, etc., dans les magasins. Mais finalement, est-ce que le rôle des entreprises se limite à ça, c'est-à-dire d'appliquer les réglementations, ou est-ce qu'elles ont là aussi une sorte de responsabilité sociale, c'est-à-dire finalement d'aller plus loin? Alors, plus loin, ça veut dire aussi un dialogue avec les partenaires sociaux, parce qu'à ce moment-là, l'entreprise va un peu au-delà, ou irait un peu au-delà de son mandat social direct, mais finalement, si elle se donne comme mission aussi de contribuer à la santé publique, qui est en retour un cadre dans lequel elle bénéficiera après pour continuer son développement, finalement, qu'est-ce que les entreprises pourraient faire dans les trois dimensions qui sont celles de la prise en compte de cette épidémie, c'est-à-dire la mesure de contamination, les gestes de prévention et la vaccination, qui est la réponse ultime, évidemment, à la maîtrise de cette crise. La mesure, on voit par exemple, c'est quand même très étonnant de voir qu'on sait depuis des mois, depuis que, je pense que c'est venu au départ des États-Unis, que la mesure des traces de virus dans les eaux usées sont un moyen d'anticiper d'à peu près une semaine l'éclosion des clusters. Or, c'est très peu appliqué. Et dans les grandes entreprises, on pourrait imaginer que finalement les eaux usées qui sont les entreprises sont aussi mesurables, qu'elles auraient potentiellement les moyens, c'est quand même pas très très compliqué. Et donc là, il y a un moyen auquel les entreprises pourraient facilement, en tout cas les plus grandes, faire appel pour savoir ce qui se passe déjà en leur sein. En matière de prévention, plus fort, plus en plus fort. En matière de prévention, eh bien, on pourrait imaginer un dialogue entre les partenaires sociaux au sein de l'entreprise et avec les services de santé, par exemple, sur comment est-ce qu'on peut inciter les salariés à se comporter comme, finalement, en sortant de l'entreprise, ils ne sont plus astreints aux règles de l'entreprise, et retourner chez eux, et on sait que c'est là qu'ont lieu une majorité des contaminations. Comment est-ce que le discours porté par les pairs au sein de l'entreprise peut avoir un effet, peut se porter dans le cercle familial? Bon, je n'ai pas la réponse à ça, mais j'imagine que pouvoir en parler au sein de l'entreprise serait finalement un facteur de prévention probablement non négligeable, puisqu'on aurait un discours porté par les pairs et non plus uniquement par les autorités. Dans un autre cercle, l'exemple que nous donnait, encore une fois, ce qui est le premier milieu de travail, qui était notre proviseur d'un lycée, c'est bien ce sur quoi il essayait d'agir, c'est-à-dire par le double relais à la fois des profs et surtout des élèves, de pouvoir travailler sur, avoir un impact sur le milieu familial. Et donc, là où on voit encore une fois toujours la porosité des choses. Je termine avec la vaccination, qui est le point ultime, c'est-à-dire qu'on sait qu'une partie non négligeable de la population française, et en particulier parmi les plus jeunes, est plutôt réticente au phénomène de vaccination. Or, ça reste quand même la prophylaxie la plus efficace, hein, et puis les risques apparaissent apparemment limités. Et donc là aussi, est-ce que le dialogue interne au sein des entreprises a les moyens, est un outil pour porter des discours pro-vaccin, disons les choses franchement, parce que ça représente un enjeu de santé publique tout à fait considérable, et finalement les entreprises n'ont qu'à gagner de cette meilleure prise en compte de ces facteurs de santé publique. Donc,
La question, c'est comment faire finalement. On voit qu'il y a tout un faisceau de choses qui seront imaginables. On voit qu'en transposant ce qui se fait dans des catastrophes classiques, finalement, alors tout le monde trouve ça naturel. Et là, on est dans une catastrophe lente. Alors évidemment, notre société n'a pas la mémoire de ce genre d'événements. Enfin, c'était juste après la Première Guerre mondiale. Et donc, on peut comprendre. Mais en même temps, il y a urgence. Et donc, est-ce que les entreprises, certaines entreprises peuvent se mobiliser? On voit certaines collectivités locales commencer à le faire. Est-ce que les entreprises peuvent se mobiliser aussi sur ce thème-là, puisqu'on en a encore jusqu'au milieu, au moins le milieu de cette année. L'OMS disant plutôt l'année. Oui, enfin, dans le monde, alors peut-être qu'en France ça ira un peu plus vite, mais effectivement il est encore temps d'agir. Voilà. Mais c'est important ce que tu dis là sur la vaccination, parce que je regarde par exemple, bon même si je ne suis pas réseaux sociaux forcenés, mais je regarde un peu sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux professionnels. Or là, effectivement, pour l'instant, ce que j'ai vu, c'est plutôt des interrogations sur notamment ce que peut être la responsabilité juridique. Donc on est toujours dans cette approche-là, c'est-à-dire sur ce que peut être la responsabilité juridique d'entreprise ou de chef d'entreprise qui prendrait en gros cette initiative-là, plus que sur le faire. Alors voilà, donc c'est comment est-ce qu'on peut éventuellement aller plus loin et aller au-delà là-dessus, parce que moi c'est lui ce qui me frappe, là j'ai regardé ces derniers jours, donc justement avant de venir là-dessus, et sachant que ton intervention serait sur cette question-là, et c'est, ce que j'ai vu, c'est pas institutionnel, d'ailleurs c'est plutôt des questions de personnes, alors qui viennent bien sûr plutôt des consultants qui ont un peu tendance à mettre du citron sur l'huître, qu'on est tous, mais qui posent plutôt la question de prise de risque en cas de... Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Il y a ça, et il y a l'autre aspect qui est aussi comment, finalement, une fois qu'on aura une partie de la population vaccinée et une autre pas, est-ce qu'on peut rentrer dans un avion, est-ce qu'il y aura une discrimination finalement, est-ce que le mot discrimination est correct ou pas d'ailleurs, entre ceux qui sont vaccinés et ceux qui n'ont pas le passeport vaccinal, parce que ce sont des sujets qui vont s'imposer au sein de la société. Et je pense que le dialogue au sein de l'entreprise avec les partenaires sociaux est un des moyens de faire avancer le débat de manière positive et non pas négative comme on le voit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on voit un certain nombre d'obstacles se dresser, d'arguments plus ou moins discutables quand même, ça va être mis en avant et peut-être que le dialogue au sein des entreprises qui seront confrontées à cette problématique-là, inéluctablement, est-ce que ce dialogue peut s'enclencher sur ces sujets-là? Donc voilà, ce sont des thèmes qui peuvent être discutés. Mais c'est vrai qu'on voyait déjà, il y a déjà 2-3 mois, aux États-Unis par exemple, je ne sais plus quelle compagnie aérienne a pris ce principe qui est de ne donner accès alors là, c'était pas le passeport vaccination, mais c'était voilà. Mais c'est le principe. Et ça, tu as raison, c'est point à discuter en interne. Donc ça, si je peux me permettre, ce qui sera intéressant, pardon, là je reprends le micro 30 secondes, mais pour vis-à-vis de vous, c'est si vous pouvez aussi faire écho peut-être et par le chat et puis après en direct à justement ces propositions-là pour voir si, si chez vous la question s'est posée déjà en interne, avec là aussi les IRP ou pas, est-ce que le CES s'est déjà saisi de la question, c'est un petit peu tous ces trucs-là, ça sera bien d'avoir vos avis. Pardon, Jacques. Oui, j'avais un peu terminé ce propos liminaire, donc peut-être on peut entrer dans un dialogue, parce que moi je trouve, enfin en tant qu'ancien responsable d'une institution publique, mais qui était aussi une entreprise de taille moyenne avec 1800 personnes, si j'étais aujourd'hui toujours directeur général, je mettrais en œuvre ce dialogue avec les partenaires sociaux, parce que je suis curieux de voir, et je pense qu'il y aurait une réponse positive au sein de la société, peut-être pas unanime, mais en tout cas une acceptation du fait qu'on peut parler de ces sujets-là, et deuxièmement, on peut avancer sur un certain nombre de thématiques qui sont d'intérêt pour le cadre social de l'entreprise, mais au-delà aussi, c'est-à-dire ça fait partie pour moi du rôle de la mission des entreprises aussi au sein de la société. Qui, alors